la présentation du projet AgriDynamo. Et donc, comme tout à l'heure, on prendra les questions à l'issue de cette présentation. Avant de démarrer, je voudrais tout d'abord remercier le ministère et le Centre d'études et de prospective pour nous avoir permis de réaliser ce projet. Mes remerciements donc, vont également à la Mutualité sociale agricole du Languedoc pour la mise à disposition de leurs données et également donc, aux mécènes de la chaire Germéa qui nous ont fait confiance pendant de longues années pour l'étude de l'évolution des structures d'exploitation. Je suis toute seule à présenter ce travail qui pourtant est issu donc d'un travail d'équipe, donc qui a réuni donc des économistes, donc Pauline Lécole, Axel Magnan et moi-même, des sociologues, Cécile Gazot, François Purseigle et un statisticien, donc Olivier Poli. Ma présentation va s'articuler en 3 temps. Je vais commencer très rapidement donc, par rappeler les ambitions de ce projet ainsi que la méthode, puis je vous présenterai quelques résultats majeurs voilà, issus de notre travail. Mais encore une fois, voilà, on n'a eu qu'une année pour traiter de toutes les données, donc le travail se poursuit, d'analyse se poursuit. Donc pour revenir sur le contexte, au regard de la multiplicité des enjeux agricoles aujourd'hui, de renouvellement des générations, certes, qui est le sujet d'aujourd'hui, mais aussi des enjeux de transition agroécologique et de souveraineté alimentaire, il nous a semblé vraiment important d'aller au-delà de la caractérisation donc, des profils sociaux, démographiques, des nouveaux actifs pour intégrer, pour s'intéresser donc aux structures d'exploitation et donc aux projets entrepreneuriaux et à la manière dont ces nouveaux actifs ont déployé sur le plan organisationnel donc ces projets. Ce d'autant plus qu'on entend souvent les professionnels de terrain dire qu'il y a des décalages importants entre les projets portés par les nouveaux actifs et les structures qui sont libérées. Donc les questions qu'on s'est posées, c'est quels sont les projets qui portent? Est-ce qu'ils parviennent finalement à s'installer? Est-ce qu'ils ont dû faire des ajustements ou pas pendant la période d'installation? Donc notre ambition, c'est de véritablement caractériser ce que je vais appeler donc le triptyque profil, trajectoire d'un côté, projet et organisation donc de l'autre. Et on va définir, pour ce qui nous concerne, donc on va faire un pas de côté, on va définir les nouveaux actifs comme des installés récents, donc sur les 6 dernières années, ce qui comprend à la fois donc des IMA, des NIMA, mais aussi des hors cadres familiaux et des cadres familiaux. Donc, concernant la méthode, donc l'équipe a rassemblé toutes ses compétences et pour construire donc une méthode mixte qui articule 2 échelles d'analyse. Une première à l'échelle française, où nous avons travaillé donc, avec les données du recensement agricole de 2020 et nous avons tenté donc, des appariements aussi avec les données du recensement agricole 2010 donc, pour suivre les entreprises agricoles, voir leur évolution. Et notre objectif était de classifier donc, toutes les organisations productives dans un premier temps pour ensuite identifier où on trouve ces fameux nouveaux installés. Et bien entendu, pour nous aider à faire cette classification, mais surtout à l'interpréter, nous avons réalisé un certain nombre d'enquêtes exploratoires et nous nous sommes aussi donc, basés sur des enquêtes réalisées pendant 10 ans donc, dans le cadre de la chaire Germia. Avant d'aller plus loin, je voudrais souligner une petite précaution, alors une petite ou plutôt une grande précaution méthodologique lorsque l'on travaille aujourd'hui sur les structures d'exploitation. Cela concerne notamment les limites de certaines données qui sont, nous semble-t-il, insuffisantes pour repérer les contours de l'organisation productive agricole d'aujourd'hui qui se complexifie de plus en plus. Donc là, vous voyez à l'écran donc un exemple d'entreprise agricole que l'on peut fréquemment rencontrer dans nos campagnes. En fait, elle est composée, ces frontières réunies donc trois entités productives, donc un GAEC, ensuite 2 SCEA, plus 3 sociétés dédiées à des activités, donc soit de production d'énergie, soit de prestation de services agricoles. Donc c'est les frontières d'une entité agricole
pertinente aujourd'hui, c'est celle-là, c'est celle que vous voyez, celle que je vous montre. Or, il se trouve que dans le recensement agricole, il est très probable qu'une telle entité apparaît sous 3 entreprises agricoles différentes. Donc il faut avoir cette complexité en tête pour être très prudent quant à l'interprétation des résultats lorsque nous travaillons avec les données individuelles. Le deuxième niveau d'analyse est celui du territorial, est un niveau territorial. Nous avons souhaité donc descendre à une échelle territoriale pour pouvoir affiner notre analyse, notamment développer une analyse davantage dynamique de ce qui se joue au moment de l'installation, puisque nous nous intéressons donc à la capacité des nouveaux actifs à éventuellement devoir réaliser leur projet rêvé avec la structure libérée et la réalité économique. Donc, il était important pour nous de pouvoir descendre à une échelle plus petite afin de déployer donc des approches plus dynamiques. Et là encore, nous avons mobilisé à la fois une analyse statistique, donc notamment avec un suivi d'une cohorte sur 6 ans en mobilisant les données de la MSA du Languedoc et couplé à des enquêtes semi-directives, donc 90 enquêtes semi-directives, 30 pour connaître les caractéristiques des départements où nous avons réalisé les enquêtes et ensuite nous avons réalisé donc 66 portraits de nouveaux installés. Donc je vais passer à 3 principaux résultats. Le premier, qui porte quoi et quelle organisation productive a été développée pour mener à bien ce projet entrepreneurial. Donc la classification automatique réalisée sur les 388 000 exploitations françaises a permis d'identifier donc 12 types d'entreprises agricoles. Donc nous avons regroupé par leur taille, par leur mode de gouvernance, mais également par les caractéristiques organisationnelles, donc autour de 3 grands ensembles. Donc il est possible de distinguer un premier ensemble donc, qui représente un peu moins de 10% des entreprises agricoles, un ensemble qui est en diminution donc, entre les deux recensements. Donc cet ensemble est constitué d'entreprises de très petite taille, avec un niveau d'activité extrêmement limité. Elles sont gérées par des chefs plutôt seuls, plus réactifs, plutôt âgés, et qui mobilisent énormément donc, les prestataires de services pour réaliser les travaux à leur place, qui sont la plupart du temps absents. Donc, ce sont des exploitations qui sont généralement spécialisées, avec un itinéraire technique simplifié. Donc, leur nombre est en diminution. Le deuxième ensemble rassemble en 2020 une majorité des entreprises agricoles, sans doute les plus proches du modèle familial traditionnel, mais leur nombre a fortement diminué donc entre 2010 et 2020. Donc, cet ensemble regroupe des entreprises de taille petite à moyenne, gérées par des chefs qui travaillent là encore plutôt seuls, mais qui bénéficient parfois d'un appui familial et qui, pour la plupart, ont recours aussi à la délégation des services. Donc on trouve ici des exploitations qui arrivent à dégager davantage un revenu, qui sont soit spécialisées, soit donc diversifiées. Donc j'attire votre attention sur le dernier ensemble ici. Il présente une dynamique différente des deux autres, dans la mesure où cet ensemble regroupe les 6 types qui sont en augmentation sur ces 10 dernières années. Donc c'est un ensemble qui présente, tous ces 6 types présentent des similarités dans le sens où ce sont des exploitations de grande à très grande taille, que nous avons qualifiées de complexes au regard non seulement de leur structure capitalistique, mais aussi de leur organisation. Donc organisation du travail, mais aussi organisation de la production. Donc ce sont des exploitations qui sont soit spécialisées, soit multispécialisées, dans le sens où elles développent une multiplicité d'activités, d'ateliers,
mais qui sont hébergés dans des sociétés dédiées, à la différence de la simple diversification, donc menée par la petite exploitation ou la moyenne exploitation de production. Là, on trouve des exploitations des très grandes entreprises agricoles, hein, pilotées par des chefs seuls ou en association, avec un recours prédominant à la main-d'œuvre salariée. Une fois que l'on a fait cela, où trouve-t-on nos installés récents? Donc les installés récents, vous les voyez ici, hein, c'est les barres qui sont hachurées, et finalement on les trouve partout. C'est un premier résultat. Ils ne sont pas nécessairement concentrés sur certains types d'exploitation, mais on va les retrouver partout. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on les retrouve à la fois aux deux extrêmes. On les trouve sur les très petites exploitations, à très faible activité, dont on se demande quelles sont leurs motivations. Donc nous faisons l'hypothèse que nous avons ici des héritiers, des gens qui ont sans doute hérité une parcelle de terre, qui sont plus réactifs, qui ne veulent pas nécessairement s'installer, mais qui vont devoir gérer un patrimoine. Nous avons également ici des personnes qui vont développer une agriculture de loisirs. À l'autre extrémité, nous trouvons également donc, des installés récents. Et c'est assez surprenant puisqu'on peut penser que le coût d'entrée dans des structures de ce type est important. Donc si on regarde cette fois-ci, si on met le zoom sur les hors-cadres familiaux qui font partie donc, voilà, des nouveaux actifs, ce que je vous propose, c'est regarder uniquement les cas où on peut donc trouver de manière très probable donc ces fameux hors-cadres familiaux. Donc le premier cas, c'est le cas donc des hors-cadres familiaux qui se sont installés donc sur la petite exploitation patrimoniale de taille donc petite ou moyenne de production. Donc ce sont des cadres qui sont plutôt âgés. Ils représentent quand même 38% donc des nouvelles installées. Beaucoup sont des retraités. Et ce qui est intéressant, c'est dans cette catégorie des nouveaux installés, 86% sont pluriactifs et 55% donc sont sans formation agricole. Nous avons ensuite, on retrouve les nouveaux installés, dont une majorité de hors-cadres familiaux, dans les entreprises dites complexes, donc des nouveaux installés qui sont beaucoup plus jeunes. Certains sont peu retraités, d'autres le sont davantage. La plupart sont sans formation agricole, mais disposent d'une formation donc de niveau supérieur important. Alors, est-ce qu'on peut aller un petit peu plus loin? Rappelez-vous que notre question de départ, c'est de savoir si effectivement il y avait des calages. Est-ce qu'il y a des modifications qui ont lieu pendant cette période d'installation? Donc, une fois qu'on a vu où les gens se sont installés, qu'est-ce qui s'est passé pendant les 6 ans qui suivent donc l'installation? Donc pour cela, nous avons suivi donc une cohorte des installés en 2018 dans le Gard, l'Hérault et la Lozère. C'est une population de 587 individus, avec 40% de cotisants solidaires, 37% de femmes, plutôt jeunes, puisque la majorité ont moins de 40 ans. Ce qui est intéressant de noter également, c'est que seulement 27% se sont installés sur une structure en l'état. Donc il y a pas, finalement, beaucoup ont dû apporter des changements à leur projet et ont dû déployer donc une nouvelle organisation pour potentiellement mener à bien leur projet. 91% donc se sont installés sur une seule exploitation. Ça veut dire qu'à côté, nous avons 9% qui sont entrés dans plusieurs exploitations à la fois.
78% sont propriétaires à 100%, ça veut dire il y en a un certain nombre qui ne sont pas propriétaires, qui sont entrés comme associés donc dans des exploitations. Il est intéressant de noter qu'il existe deux sous-populations parmi ces installés donc en 2018. Donc une première population donc, qui est majoritaire d'exploitants à titre principal, qui sont plutôt jeunes. Ils se sont installés donc, sur des formes sociétaires plutôt complexes, en vain, ont eu recours à du salariat avec des résultats économiques positifs, alors que 38% sont plutôt des cotisants solidaires, un peu plus âgés. Certes, ils sont jeunes, mais ils sont plus âgés que les exploitants à titre principal. Ils se sont donc installés sur des entreprises de taille limitée, en maraîchage et petit élevage, avec des résultats économiques plus faibles. Alors, depuis tout à l'heure, on s'était interrogé sur la viabilité des installations. Ben là, le suivi des cohortes nous a permis de voir que 73% des installations après 6 ans sont toujours en place. Ça concerne plutôt des entreprises de départ qui sont économiquement viables, qui se sont agrandies. Il y a eu des changements de statut et des changements donc, au capital. Excuse. Voilà. Il est important de noter donc, que parmi donc, ces installés en 2018, 26% ont connu donc, des arrêts d'activité donc, avant les 6 années. Cela concerne notamment donc, les cotisants solidaires à 40%, les femmes 41%, les jeunes pour moitié. Et lorsqu'on croise ces trois critères, et si on regarde plus spécifiquement la sous-population des jeunes, on voit que parmi ces jeunes, 80% donc, sont des cotisantes solidaires. Cela concerne notamment les petites entreprises aux résultats limités, les petits élevages, cultures spécialisées ou encore maraîchage. Pour aller encore plus loin, donc nous nous sommes appuyés sur les portraits de nouveaux installés dans le Gard, l'Hérault et la Lozère pour essayer justement de mieux percevoir qui sont ces nouveaux installés, ceux qui réussissent comme ceux qui ne réussissent pas à aller jusqu'au bout. Donc ce que vous voyez ici, ce sont des exemples. Donc comme les collègues, nous avons essayé de reconstituer non seulement les trajectoires, les profils et les trajectoires, mais aussi les projets portés par les individus et les organisations qui sont déployées. Alors ce tableau vous montre qu'il y a une très forte diversité de situations. Il est difficile aujourd'hui de distinguer IMA d'ENIMA. Il y a certes quelques caractéristiques qui vont les distinguer, mais sinon donc pour la plupart des caractéristiques, ils se ressemblent. On les trouve dans les grandes exploitations comme dans les plus petites. Les deux portent des projets très diversifiés, même si on voit qu'il y a une tendance d'ENIMA à porter plutôt des projets de type maraîchage ou encore petits élevages. Tous ont recours à une main-d'œuvre extérieure pour mettre en œuvre leurs projets entrepreneuriaux. Donc, que pouvons-nous dire concernant les principaux enseignements de l'analyse transversale de ces 66 portraits? Donc, voilà, quelques traits caractéristiques, mais finalement, ils se ressemblent beaucoup. Ils se ressemblent beaucoup, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, comme mes collègues l'ont dit précédemment, tous ces nouveaux installés présentent des trajectoires extrêmement sinueuses, avec de nombreuses reconversions professionnelles. La socialisation primaire est un élément important de l'entrée dans le milieu agricole. La dotation en ressources et les projets sont finalement non différenciants. Entre IMA et NIMA, on ne voit pas nécessairement des dotations en ressources différentes, ni des projets. Par contre, ce qu'on observe, c'est une capacité plus ou moins grande des uns et des autres à réaligner
Donc ça, c'est un résultat peut-être plus original, à réaligner ou non donc leur projet rêvé avec la structure libérée. Donc en conclusion, j'espère qu'à l'issue de cette présentation, nous avons convaincu de l'importance de considérer ce fameux triptyque profil, projet, organisation, ainsi que les changements qui s'opèrent durant l'organisation, parce que ça remet un petit peu certaines idées reçues en place. J'espère que nous vous avons convaincu également, et c'est le cas de mes collègues aussi, de la diversité des combinaisons. Il n'existe pas finalement de profil type véritablement marqué de NIMA versus IMA ou encore de ORCAD familiaux versus 4 familiaux. Cependant, il est nécessaire, selon nous, de bien nommer ces nouveaux actifs et de bien cerner donc les contours de l'organisation productive complexe, voire justement mieux appréhender ce qui se joue au moment même de l'installation. Mais au sein de cette très grande diversité, ce que nous constatons, c'est qu'il existe malgré tout une polarisation entre ceux qui vont s'installer sur des structures viables économiquement et ceux qui vont s'installer sur des structures qui sont plus fragiles. Cette polarisation, elle met en évidence, selon nous, donc le rôle des nouveaux installés dans le renforcement de certains types de structures agricoles, d'où cet enjeu de bien comprendre les projets portés par ces nouveaux actifs, mais aussi donc les organisations qui déploient lorsqu'on cherche à répondre à l'enjeu de souveraineté alimentaire ou encore de transition agroécologique. Ce que nous constatons également, c'est qu'il existe des freins à l'installation pour certains profils, mais il existe surtout des freins matériels et immatériels au réalignement des projets initiaux avec les entreprises cédées et le contexte économique. Un troisième point aussi que nous a appris ce travail, c'est qu'il existe une généralisation du recours au salariat et à l'externalisation qui apporte plus de flexibilité, mais qui aussi rendent certaines structures, certaines installations beaucoup plus fragiles parce que dépendantes de l'existence de ces ressources critiques sur le territoire. Est-ce qu'il existe un accès à une main-d'œuvre salariée? Est-ce qu'il est possible d'accéder à des prestataires de services pour aider donc ces nouveaux installés? Donc en partant de l'existant, AgriDynamo invite véritablement à repenser l'installation donc en termes d'entrepreneuriat et de création d'activités qui s'appuient sur des structures et des outils de production viables, à penser souplesse, progressivité, évolution donc, du parcours d'entrée, donc en termes d'entrée et de sortie, mais aussi de changement de projet et d'organisation productive, de reconnaître et d'accompagner cette diversité au mieux en renforçant à la fois les dispositifs d'accompagnement, mais aussi donc, en rendant plus accessibles ces fameuses ressources critiques dans les territoires. Voilà, merci.